Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Place aujourd'hui au temps fort de la semaine. Le PDG de Total refuse toute loi sur la rémunération des dirigeants. Devant la Commission des affaires économiques, Patrick Pouyanné a estimé qu'un tel texte aurait pour conséquence de faire fuir les entreprises. Extrait à suivre. Mardi, la Haute Assemblée a entamé ses travaux sur la loi travail en auditionnant Myriam El Khomri, la ministre qui compte sur la sagesse du Sénat de droite pour améliorer le texte. Vous pourrez l'entendre dans un instant. Et à 17h, ne manquez pas le reportage de Jérôme Rabier sur l'état des écoles à Marseille. Notre journaliste a enquêté dans la cité phocéenne à la suite du cri d'alarme poussé par une enseignante des quartiers nord, relayé par le quotidien Libération. Si vous limitez les salaires des patrons par la loi, les entreprises fuiront. C'est en substance le message adressé par le PDG de Total aux sénateurs. Patrick Pouyanné s'est exprimé mercredi alors que la polémique enfle sur les salaires des dirigeants, notamment celui de Carlos Ghosn à la tête de Renault. Hier, Manuel Valls a déclaré vouloir légiférer. Alors voyez ce que disait le patron de Total quelques heures avant le Premier ministre. Combien on gagne? Attendez. Je suis très transparent là-dessus. D'abord, je veux dire, tout est public. Je gagne juste un peu moins que M. Tavares. Je savais, mais ma position a été claire. D'abord, c'est pas moi qui le décide, c'est le conseil d'administration. Mais moi, je sais que j'ai le plus gros résultat en France, mais j'ai demandé d'être entre le 6e et le 10e salaire et pas dans le 1er et le 5e. Voilà. Non, ce que je veux dire, il faut là-dessus, non, mais moi, sous les transparents, je gagne 1,4 million d'euros de salaire fixe. J'ai une part variable qui peut aller jusqu'à 185% du salaire fixe et je reçois des actions de performance qui sont pas, d'ailleurs là il y a un peu une erreur qui est faite dans le média, chez Total, les actions de performance, il y a un vrai critère de performance qui fait que cette année on en a 65%, on n'a pas 100%. Les critères que nous avons mis en place, ils ont même été faits pour qu'on ne puisse pas avoir 100%, à moins d'avoir des résultats absolument exceptionnels. Bon, tout ça c'est une politique qui est voulue de notre part, enfin le conseil d'administration le propose. Ma position est simple, si je ne suis pas d'accord, si je trouve que c'est trop, il faut que je le refuse. Donc j'assume ce que je reçois. Et puis, je veux dire, il ne faut pas non plus, en même temps, je veux dire, dans le marché européen et mondial, je peux vous dire que par rapport à mes collègues américains et anglo-saxons, ils me prennent pour un petit rigolo. Je dois avoir le 20e salaire ou 25e salaire d'un gars chez Exxon, quoi. Mes collègues, ils en gagnent 20 à 25 millions. À mon avis, tout ça est un peu exagéré, mais c'est pas grave. Mais sur ce sujet-là, moi, je donne mes chiffres et je suis très transparent et j'assume ce que je gagne. Bien. Alors, Monsieur le Président, maintenant nous allons, après l'intermède d'Alain Bertrand, qui a épuisé son temps de parole, passer alors aux questions. Alain Bertrand l'a évoqué tout à l'heure de manière un peu directe, je veux l'évoquer aussi. Le salaire de Carlos Ghosn est quelque chose de considérablement important. Il est décidé par le conseil d'administration. Il gagne en une journée ce que gagne en une année un instituteur ou une infirmière. Trouvez-vous qu'il y a une logique dans tout cela, même si vous faites des comparaisons avec des grands managers internationaux? Je pense que ce n'est pas sérieux, qu'il y a une forme d'indécence qu'il faut combattre. Et du coup, voilà ma question. Ne pensez-vous pas qu'au lieu que ce soit le conseil d'administration qui décide de la rémunération des grands dirigeants, ce soit plutôt l'Assemblée générale des actionnaires qui prennent la décision? Et il me semble qu'à ce moment-là, les décisions auraient plus de cohérence et de lucidité. Oui, je suis d'accord. C'est une Assemblée générale des actionnaires qui a la majorité, qui est la voix décisionnelle d'une entreprise. Je vais être très clair, pour moi, que ce soit consultatif ou pas consultatif, une Assemblée générale se prononce, on doit l'écouter. Voilà, ma position, c'est une question de démocratie actionnariale, quelle qu'elle soit. Les raisons sont bonnes ou pas bonnes, mais on doit l'écouter. Donc, j'en ai fait part à mes collègues, d'ailleurs, du CAC 40, j'ai donné ma position, et si l'Assemblée générale de Total disait non aux éléments que le conseil d'administration propose pour Patrick Pouyanné, je demanderai au conseil d'administration de les réviser. Je pense que c'est juste et qu'on n'a pas besoin de loi pour nous l'imposer. Je veux dire ce que je pense, je ne souhaite pas. Parce que, franchement, là, c'est un terrain extrêmement dangereux. Je suis convaincu que certains de mes collègues, les sièges quitteront la France. Si des lois, celles de sa nature, sont prises, les sièges quitteront la France. Ça, je n'ai pas une menace, c'est juste ce qui va se passer. Et je ne souhaite pas que le siège de Total quitte la France pour des bonnes raisons. Mais par contre, il faut que tout le monde soit de bon sens. Moi, je dis souvent, soyons de bon sens. Le sens commun, c'est qu'une assemblée générale se prononce, on la consulte, c'est peut-être consultatif, mais on l'écoute. Voilà mon commentaire. Après, je ne connais pas la situation particulière du cas qui a soulevé la discussion.
Il y a le même problème en Grande-Bretagne. Hein. Mon collègue de BP qui a fait des pertes a vu son salaire augmenter de 20%. Ça a été refusé par l'Assemblée générale. Je veux dire, il faut qu'à un moment, tout le monde fasse preuve de bon sens, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc, moi, une Assemblée générale consultative, je la respecterai, je l'écouterai, et après, on verra. Voilà comment je pense qu'on doit réagir collectivement. Et encore une fois, ce n'est pas la peine d'aller légiférer sur des sujets qui feront que le pays, une fois de plus, se mettrait en marge du mouvement mondial. Il faut que tout ça soit raisonnable. Donc voilà mon commentaire. Je ne peux pas faire plus, et je suis très clair là-dessus. Il y a un ordre des choses dans une entreprise, et on respecte l'ordre des choses. Après, le Conseil délibère, et puis, mais chacun fait bien son travail dans cette affaire-là. Il faut juste s'écouter les uns les autres. C'est le début d'une bonne organisation démocratique. Les gaz de schiste. Vous êtes devenu un opérateur important de gaz. La loi vous interdit en France d'exploiter et d'explorer. Explorer, à mon avis, c'est une vraie bêtise. Bon, la loi, à ma connaissance, ne vous interdit absolument pas d'importer. J'étais très surpris par la déclaration de Mme Ségolène Royal disant qu'il ne faut pas importer du gaz de schiste. Alors, je ne sais pas comment on fait pour distinguer une molécule de gaz de schiste par rapport à une molécule de gaz naturel. Engie vous a un peu dévancé en avouant que dans les méthaniers qui arrivaient dans les ports français, il y avait un mélange de tous les gaz. Et a même dit pour un dernier méthanier récemment arrivé, je crois, à Dunkerque, c'était 40% de gaz de schiste et 60% du reste. Pourriez-vous, sur ce problème-là, me dire comment on fait et est-ce que vous-même, vous importez également de tout genre de gaz en GPL ou autres qui arrivent dans nos ports? Ouais, écoutez, l'importation, alors moi là-dessus, le débat, enfin écoutez, je ne sais pas comment d'ailleurs mes collègues font, du gaz américain est liquéfié, mais aux États-Unis, vous avez du gaz conventionnel, du gaz de schiste, dans les tuyaux, tout est mélangé. Donc le gaz qui arrive à une unité de liquéfaction, j'imagine que mes collègues, comme c'est des entreprises publiques, ont dû répondre, ils ont dû prendre la part proportionnelle de pétrole de schiste et de gaz de schiste et de gaz non conventionnel américain pour répondre. Mais moi, j'en sais rien, je suis incapable les molécules, elles n'ont pas de couleur, hein, elles n'ont pas d'odeur. Donc, effectivement, d'ailleurs, au passage, nous achetons du gaz. Enfin, on va en acheter, pas tout de suite, mais dans un an ou deux, et on prévoit d'importer du gaz américain en Europe ou d'ailleurs dans le monde, comme dans l'ensemble du monde. C'est un marché mondial, donc je ne sais pas comment on va faire pour empêcher le gaz américain. Je ne sais pas quand on parle de traité transatlantique, de libre-échange, comment on fait pour empêcher le gaz de circuler, mais enfin bon. Écoutez, d'ailleurs, j'avoue que ce serait une erreur. Ce serait une erreur pour l'industrie européenne, parce que je n'ai pas commenté tout à l'heure le prix du gaz, mais le marché du gaz va subir la même chose que le marché du pétrole. C'est-à-dire, on l'a vu cette année, le prix du gaz européen a baissé à cause du gaz naturel liquéfié américain. Le gaz naturel liquéfié américain va arriver en masse sur les marchés et les prix vont baisser. Et pourquoi il va venir en Europe? C'est parce que l'Europe est le seul continent qui dispose de terminals de regasification qui sont aux 3/4 vides. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'industrie européenne puisqu'elle va pouvoir bénéficier de gaz qui, en gros, va être prix du gaz américain plus coût de transport. Ça va faire 5 à 6 $, donc c'est plutôt un regain de compétitivité pour l'industrie européenne qui utilise du gaz, et notamment pour l'industrie lourde. Autre temps fort cette semaine, l'audition de Myriam El Khomri avant l'examen du projet de loi travail mi-juin. La ministre a déclaré compter sur la sagesse de la Haute Assemblée pour améliorer la loi, alors que la majorité sénatoriale de droite compte elle bien saisir l'occasion pour écrire sa réforme du Code du travail, avec notamment la sortie des 35 heures. Voyez l'échange de la ministre du Travail avec les sénateurs. J'aborde le débat au Sénat dans un état d'esprit fait de détermination et de gravité aussi. Une détermination à parler enfin du contenu du texte, en s'affranchissant, si possible, de certaines postures aussi convenues qu'artificielles, et une gravité à porter un texte qui, je crois, est juste et nécessaire pour notre pays. Une gravité aussi face à la situation de notre pays, qui nous interdit à la fois toute forme d'immobilisme et de renoncement. Ce débat parlementaire fait suite, vous l'avez dit, Monsieur le Président, à une intense concertation de plusieurs mois avec les partenaires sociaux, prolongée et élargie aux organisations de jeunesse, ce qui nous a permis de donner à ce texte son plein équilibre,
à l'issue de la dernière phase d'audition menée au mois de mars. D'ailleurs, les syndicats représentant la majorité des salariés, je pense notamment à la CFDT, à l'UNSA, à la CFDT et à la CGC, se sont en effet prononcés en faveur des avancées que contient ce texte. Sans vouloir être trop longue, je voudrais également ici mentionner, sans doute nos échanges nous permettront de rentrer vraiment sur les autres mesures, mais à d'autres avancées majeures que comporte ce texte. Je pense par exemple à la lutte contre le travail détaché. Nous allons, avec ce texte, avoir la législation la plus stricte d'Europe pour lutter contre les fraudes de détachement. Permettez-moi de vous dire que, actuellement, tous les services, ils utilisent tous les dispositions que vous avez pu voter à la fois à travers la loi Savary, mais également la loi croissance et activité. En à peine 6 mois, c'est près d'1,5 million d'amendes, près de plus de 50 de fermetures préfectorales qui ont été mises en œuvre. Encore ce mois-ci, 2 arrêts de prestation de services internationales, mais nous ne pouvons pas le faire actuellement lorsqu'il n'y a pas de déclaration du détachement. Ce projet de loi comporte de ce point de vue-là, et je le dis d'autant plus que nous sommes actuellement dans un bras de fer au niveau européen pour qu'il y ait une révision ciblée de la directive de 96 et que les modalités sur le travail intérimaire est essentielle dans ce projet de loi. C'est essentiel que nous puissions également avancer. Et puis la modernisation de la médecine du travail, et puis le cadre donné aux contrats saisonniers. Il y a beaucoup d'autres mesures, bien sûr, qui sont essentielles. Voici donc dans les grandes lignes les ambitions contenues dans ce projet de loi. Je n'ignore rien, bien évidemment, des questionnements qui s'expriment dans l'opinion. Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement lorsque, quelque part, il y a une forme d'alliance des contraires qui explique que cette loi est au mieux vidée de son contenu et au pire un retour au XIXe siècle. Je ne doute pas de la sagesse de votre haute assemblée pour se détourner de telles postures, tenir compte du contexte sans renier le texte et l'examiner, l'enrichir, l'améliorer pour lui donner tout son sens et toute sa force au service de l'intérêt général. Car nos concitoyens attendent davantage des discours et des polémiques ou des jeux de rôle convenus. Ils attendent des actes et ce projet de loi en est un. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre pour ces gentilles paroles à la fin, en vous rappelant La Fontaine, tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. On est un peu perdu, Madame la Ministre, entre les différentes versions. La version initiale, la version corrigée et effectivement la version dans laquelle vous nous dites que 600 amendements ont été intégrés à ce projet de loi. Alors reconnaissez que ce n'est pas facile de faire la part des choses entre ce qui est maintenu, ce qui est ajouté, ce qui est aussi supprimé, et puis sans oublier les non-dits aussi du gouvernement, et sans oublier aussi, Madame la Ministre, les amendements que vous pourriez déposer au cours de la discussion. Et parmi ceux-ci, je voudrais une position très claire. Est-il dans votre intention de déposer un amendement visant à inscrire dans la loi une mesure qui n'est qu'une possibilité actuellement, c'est-à-dire la taxation obligatoire des contrats courts en fonction de leur durée? Vous avez évoqué les contrats courts. Si tel était le cas, les conséquences seraient réelles sur les structures dont le modèle économique doit s'adapter aux périodes de vacances. Je songe tout particulièrement aux entreprises qui réalisent la grande majorité de leur chiffre d'affaires au cours de l'été. Je prendrai un exemple. Au Puy du Fou, par exemple, c'est 1500 personnes qui travaillent en contrat à durée déterminée pendant 7 mois. Pour répondre à monsieur le sénateur Morisset sur la question notamment de la modulation des CDD, des cotisations assurance chômage au titre des CDD. Je pense qu'il est important de regarder aujourd'hui la réalité parce que cette modulation, elle existe. Elle existe et elle a été faite à la demande des organisations patronales et des organisations syndicales en 2013, reprise dans la loi de sécurisation de l'emploi, qui ont décidé, en effet, en 2013, de moduler la cotisation d'assurance chômage, en gros d'exonérer pour 3 ou 4 mois quand on embauche un jeune en CDI de moins de 26 ans, et de rajouter une surcotisation pour les contrats courts. Donc, il relève aux partenaires sociaux, bien évidemment, de faire le bilan. Moi, je peux vous dire qu'à ce stade, ce qu'il a été l'enseignement qu'on a tiré de cette expérience, c'est qu'à la fois le fait que cette modulation soit particulièrement modeste, mais qu'elle ne couvre pas l'ensemble des CDD, montre bien qu'elle n'a pas eu l'effet, l'impact, notamment sur les contrats les plus courts.
parce que cette modulation ne va pas dans l'inframensuel, concrètement. Donc le gouvernement s'était engagé, il y a un article de loi qui dit que les partenaires sociaux peuvent moduler les cotisations d'assurance chômage. Ce qu'a souhaité faire le gouvernement, à la demande aussi dans le cadre de la concertation avec les organisations jeunesse, était de mettre doivent moduler à la place de peuvent moduler, parce que, bien évidemment, ce n'est pas de la compétence du gouvernement, ça relève des partenaires sociaux autour de la convention assurance chômage. Les partenaires sociaux, eux-mêmes, se sont émus, et je le dis de façon très transparente devant vous, de l'ingérence du gouvernement au sein de la négociation autour de l'assurance chômage, alors même qu'eux-mêmes avaient posé sur la table cette question de la modulation. Ce texte tente d'expliciter la notion de difficulté économique d'une entreprise qui doit être caractérisée par rapport à la même période de l'année précédente, soit, je dis bien soit parce que c'est alternatif et non pas cumulatif, soit par une baisse de commandes ou de chiffre d'affaires, soit par des pertes d'exploitation, soit par une importante dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, l'association des deux d'ailleurs n'a rien à voir, soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés. Le premier de ces critères est accompagné de périodes minimum variables en fonction de la taille des entreprises. Cette rédaction me paraît, d'expérience professionnelle, plutôt inappropriée et inopérante, et pour moi ne correspond pas à la réalité économique et comptable des entreprises, car aucun de ces critères ne caractérise à lui seul les difficultés d'une entreprise. Madame la Ministre, dans le cadre d'une rédaction plus simple et peut-être plus rigoureuse de cet article, seriez-vous disposé, dans l'hypothèse d'une contestation d'un licenciement économique par une entreprise en difficulté, à permettre le recours par les parties, c'est-à-dire le juge, le salarié ou l'entreprise, à une expertise pour apprécier les difficultés par un organisme indépendant et compétent, comme par exemple la Banque de France, qui permettrait ensuite d'éclairer le jugement, qui resterait bien entendu au juge. Pourquoi nous souhaitons revenir sur le droit actuel, c'est poser des règles claires en reprenant notamment la question de la jurisprudence. C'est le cas, par exemple, du critère de sauvegarde de la compétitivité, qui est un critère qui est issu d'une jurisprudence constante depuis 1995. C'est le cas également des critères qui caractérisent les difficultés économiques, comme la baisse des commandes, les pertes d'exploitation. Nous aurions pu mettre aussi, mais nous ne l'avons pas souhaité, il y a de la jurisprudence aussi, 3 mois d'activité partielle, qui fait aussi l'objet de cette jurisprudence, les pertes d'exploitation ou encore les difficultés de trésorerie. Aujourd'hui, le juge se fonde déjà sur ce type de fait pour se prononcer sur un motif réel et sérieux. J'insiste sur ce point parce que c'est vrai qu'il a suscité de nombreux questionnements et donc la loi va donner de la visibilité là où aujourd'hui le droit est parfois flou. Vous jugez les critères trop restrictifs, mais ce sont vraiment ces critères clairs qui permettent de donner de la visibilité. C'est-à-dire que nous voyons bien la difficulté, notamment dans les petites entreprises, de dire je perds un client, je perds une commande, comment je vais pouvoir assurer, comment je vais pouvoir déterminer cette question de la difficulté économique. En gros, la question que vous posez, c'est faut-il prévoir un expert auprès du juge pour identifier la réalité de ces critères-là. Écoutez, moi, à ce stade, j'en suis pas certaine, mais nos débats à la fois au sein... nos débats au mois de juin pourront voir quelles sont les meilleures propositions. Moi, ce qui m'apparaît important, c'est à la fois pour le salarié et pour le chef d'entreprise que ces critères soient clairs, que nous puissions nous y référer, qu'un chef d'entreprise, au lieu d'aller sur une rupture conventionnelle ou un licenciement pour motif personnel, puisse se rendre compte que ces difficultés économiques relèvent d'un licenciement pour motif économique.
Et on termine ces meilleurs moments avec les questions d'actualité au Sénat. On reste sur la loi travail et les mobilisations qu'elle a engendrées depuis plusieurs mois. Mardi, Manuel Valls a été interpellé sur les débordements qui ont eu lieu lors d'une manifestation à Rennes par 2 sénatrices d'Ille-et-Vilaine. Mais vous allez le voir, le ton n'était pas tout à fait le même entre la socialiste et la centriste. Regardez. Depuis plusieurs semaines, Rennes subit des violences en marge des manifestations syndicales contre la loi travail, tout comme sa voisine Nantes. Vendredi dernier, la tension est montée d'un cran, car ma ville a été la proie de casseurs ultra-violents, venus de plusieurs villes françaises et étrangères. Ils s'étaient donné rendez-vous pour un rassemblement non autorisé par la préfecture le lendemain. Ce rassemblement à haut risque de 700 personnes a été encadré avec une grande maîtrise par les forces de l'ordre, tout comme l'a d'ailleurs été l'évacuation la veille d'une salle occupée illégalement en plein cœur de la capitale bretonne. Je veux à ce moment les saluer, car elles ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Pourtant, cette nuit du vendredi a plongé Rennes dans la peur et dans l'incompréhension. Manifester est un droit, casser est un délit. La venue du ministre de l'Intérieur dimanche matin a été le signe de la mobilisation de l'État et de la solidarité nationale à l'égard d'une ville qui vient de vivre des événements exceptionnels d'une très grande gravité. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer de votre plus grande fermeté contre ces casseurs? Il ne doit pas y avoir de sentiment d'impunité. Pouvez-vous nous confirmer l'annonce de renforts de police dans les prochains jours? Et pouvez-vous enfin préciser les modalités de l'indemnisation qui a été évoquée en faveur des acteurs économiques qui viennent dans le centre-ville de subir des préjudices importants? Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, pour vous répondre. Ce qui se passe à Rennes, en effet à Nantes, dans d'autres villes aussi, à Paris, au moment où nous nous parlons, est insupportable. Manifester est un droit. Et nous nous battrons toujours pour que le droit de manifester soit un droit préservé. Et y compris alors que nous faisons face à une menace terroriste, alors que vous avez voté la prolongation de l'état d'urgence. Mais ce droit, il est là, et précisément c'est ça qu'on a voulu attaquer en 2015, la possibilité de manifester nos valeurs démocratiques. Mais casser des commerces, casser du mobilier urbain, vouloir casser du policier, quitte à mettre en danger la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces policiers, de ces gendarmes, qui sont soutenus par les Français, dont nous connaissons l'esprit de sacrifice, qui font face aujourd'hui à beaucoup de responsabilités qui pèsent sur leur épaule, la menace terroriste, l'ordre public, la maîtrise migratoire. C'est un délit. Ça peut être aussi un crime. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Rennes dimanche matin, vous l'avez rappelé. Au-delà des unités de force mobiles qui ont été mobilisées pour faire face à cette violence, il y aura en effet 88 postes supplémentaires qui arriveront dans les prochaines semaines sur Rennes et nous trouverons, ici engagés, les processus d'indemnisation nécessaires pour les commerçants qui ont été victimes. Et je veux ici, pour tous les élus d'ailleurs, pour tous les élus, saluer l'engagement de la maire de Rennes, de tous ces élus, de la maire de Nantes, qui font face à cette violence. Et je veux dire à tous ces casseurs qu'ils trouveront la plus grande détermination de l'État, ces Black Blocs, ces amis de M. Coupa, toutes ces organisations qui, au fond, n'aiment pas la démocratie, qui la contestent, qui en contestent les principes, trouveront la plus grande détermination de l'État, de la police et de la justice. Je n'ai pas besoin de rappeler, le Président de la République l'a fait ce matin, le nombre d'interpellations qui ont eu lieu et de décisions de justice rendues. Et puis j'en appelle aussi à la responsabilité de chacun, comme vous venez de le faire. Quand on organise une manifestation, il faut bien l'organiser. Il faut condamner avec la plus grande fermeté ceux qui s'en prennent aux policiers, aux gendarmes, aux commerçants et aux biens d'une ville comme Rennes. Il ne peut y avoir la moindre complaisance. Dénoncer ces tracts insupportables de la CGT à l'égard des policiers. Tout mot, tout tract, tout écrit qui aujourd'hui encourage ces événements, alors qu'une loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Alors, et je veux le redire à la représentation nationale, que le gouvernement est déterminé à la faire adopter et à la faire publier cet été, après le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale et qui viendra ici au Sénat. Nous sommes dans une démocratie. J'ai été interrogé tout à l'heure sur la question de l'état de droit et sur la cohérence.
Donc au nom de cette cohérence, parce qu'il y a la violence, parce qu'il y a la radicalité, parce qu'il peut y avoir des victimes du côté des policiers et des gendarmes, comme des manifestants, ceux qui manifestent aujourd'hui tranquillement. Donc il ne peut pas y avoir la moindre complaisance. Il ne suffit pas uniquement de condamner les casseurs, il faut aussi que chacun assume ses responsabilités dans un moment difficile pour notre pays, dans un état de droit. Il ne peut pas y avoir la moindre complaisance pour ceux qui s'en prennent aux lois et aux valeurs de la République. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Françoise Gatel pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Union centriste, vous avez la parole. Monsieur le Président, ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Il est profondément républicain, homme d'honneur et de devoir aussi. Je n'aurais jamais imaginé devoir l'interroger ici aujourd'hui sur la situation quasi insurrectionnelle qu'a connue à nouveau la ville de Rennes en plein état d'urgence. Agressée par des sans-loi, déterminés à provoquer les forces de l'ordre, à casser et à détruire ce que l'on peut appeler ici le peuple des invisibles, les habitants qui fuient la ville, les commerçants qui bardent leurs vitrines de planches de bois, craignent et ont peur. Ils sont indignés, car cette horde de sans-loi reviendra. Elle reviendra galvanisée par un climat social délétère et par la prochaine consultation sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes qui aura lieu dans le département voisin et où atermoiement et faiblesse ont laissé prospérer un terreau de violence. Monsieur le ministre, sans polémique, mais avec beaucoup de gravité, je vous interroge, non pas sur le nombre d'interpellations qui sont intervenues, mais sur les dispositions judiciaires qui viendront sanctionner des gens qui s'emparent sauvagement d'une ville et qui rendra de manière durable la ville aux habitants, aux commerçants, à ceux qui veulent juste vivre une vie normale. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame Gatel, je vous réponds aussi, comme je l'ai fait il y a un instant à Madame Sylvie Robert. Vous avez raison de dire que ce sont des faits particulièrement graves. Je n'ai jamais considéré, d'ailleurs, depuis que je me suis engagé dans la vie politique et bien jeune, il y a déjà quelques années, qu'on pouvait accepter la violence d'où qu'elle vienne et à l'occasion des manifestations. Je trouve que nous sommes un pays merveilleux, magnifique, où on peut manifester, donner son point de vue. Nous sommes un pays qui aimons le débat et la confrontation. Donc il ne peut y avoir la moindre excuse, la moindre tolérance vis-à-vis de ces violences, la moindre complaisance, comme il y en a eu trop souvent ces derniers jours. Au fond, on peut casser, on peut s'en prendre aux policiers, ceux-là même qui nous protègent face au terrorisme. On peut les mettre en cause leur honneur, mettre en cause l'honneur du ministre de l'Intérieur qui serait derrière ces agissements. Non, il est temps que cela s'arrête et que chacun fasse preuve de la plus grande responsabilité. Les bris de vide de bâtiments publics, les bris de vide de commerces de banques, les dégradations commises, les abris de bus, les destructions de distributeurs automatiques de billets, l'incendie de véhicules, les permanences d'élus. Comment peut-on accepter? Je n'ai entendu parfois aucune condamnation, qu'une trentaine de parlementaires aient vu leur permanence aujourd'hui mise en cause. C'est intolérable et vous avez raison, non seulement il doit y avoir des interpellations, mais la justice doit suivre. Et c'est donc l'occasion pour moi de rappeler que les magistrats luttent aussi pour contenir et réprimer ces comportements. Ainsi, depuis le 24 mars 2016, il a été procédé à 499 interpellations, dont 164 mineurs, qui ont notamment donné lieu à 11 ouvertures d'information. Je rappelle qu'un individu de 18 ans, auteur de violences graves sur les forces de l'ordre, a été écroué ce week-end, à 121 comparutions immédiates, y compris pour des individus dont les casiers judiciaires étaient vierges, à 91 convocations devant le tribunal correctionnel par un officier de police judiciaire ou par procès-verbal, et pour les mineurs, 99 mesures de réparation pénale, liberté surveillée préjudicielle ou déferment devant le juge des enfants. Je ne me permettrai pas de porter un jugement sur les peines prononcées. Je ne commenterai pas les décisions judiciaires et les condamnations individuelles, puisque ces éléments sont du seul ressort des magistrats qui jugent, décident, faut-il le rappeler, encore en toute indépendance et impartialité. En revanche, des réponses judiciaires sont bien apportées à chaque fait délinquant caractérisé et des mandats de dépôt ont été décernés pour les faits les plus graves. Et je salue de nouveau le travail
particulièrement difficile de la police et de la gendarmerie qui doit agir dans un contexte extrêmement complexe, compliqué, parce que face à ces casseurs, il est difficile d'agir, de distinguer ce qui est de l'ordre des manifestants et des casseurs, mais la détermination du ministre de l'Intérieur, la mienne bien évidemment, est totale pour faire face à ces faits qui sont graves, qui sont insupportables, qui peuvent mener en effet à des drames, je le rappelais tout à l'heure, et vos questions, mesdames les sénatrices, permettent de rappeler cet engagement absolu du gouvernement. Merci, Madame Gatel. Monsieur le Premier ministre, vos déclarations sont fermes. Je souhaite et il est nécessaire que les mesures judiciaires le soient tout autant. Une république ne peut vivre dans l'atermoiement, la faiblesse. Elle exige de l'exigence et surtout le respect des libertés pour protéger celles des plus faibles. Voilà pour ces temps forts de Sénat 360 cette semaine. Place à présent au reportage de Jérôme Rabier sur l'état des écoles de Marseille. Alors bonjour Jérôme, vous revenez dans votre documentaire sur ces écoles de la cité phocéenne dont on a beaucoup entendu parler cette année. Oui, et pour comprendre l'ampleur qu'a pris cette polémique, il faut revenir à l'origine de celle-ci. C'est un cri d'alarme, un cri d'alerte d'une enseignante des quartiers nord de la ville, Charlotte Magri, qui a pris la plume et a écrit directement à la ministre de l'Éducation nationale pour dénoncer la situation de ces écoles. Alors une lettre, un témoignage qui a été repris par le quotidien Libération pour en faire sa une en février dernier avec un titre choc, École à Marseille, la honte de la République. La réaction de la mairie, elle a été très vive. Jean-Claude Gaudin a dénoncé une campagne de presse indigne contre sa ville, du Marseille bashing reposant sur un ou deux exemples isolés, rien d'autre, circulé, il n'y a rien à voir. Et pourtant, il y avait des choses à voir, hein, Jérôme. Oui, il y avait des choses à voir et la situation était connue à Marseille, dénoncée régulièrement par des parents d'élèves ou des enseignants, mais c'est l'écho nouveau qui a trouvé cette situation qui a cette fois fait bouger les choses et les témoignages ont afflué, des photos de différentes écoles de la ville avec des préfabriqués hors d'âge, des sanitaires insalubres, des salles qui n'avaient pas été repeintes depuis des années. Il a fallu se rendre à l'évidence, de nombreuses écoles sont concernées. La mairie a même fini par dire qu'un tiers des écoles de la ville nécessitaient des travaux. Et donc vous êtes allé enquêter à Marseille auprès de tous les intéressés. Oui, les élus d'abord, bien sûr, car c'est eux qui sont en charge de l'entretien des écoles, la mairie de Marseille, donc autour de Jean-Claude Gaudin, mais aussi les sénateurs-maires Samia Ghali pour le PS et Stéphane Ravier pour le FN, qui, dans les quartiers nord, ont chacun, à leur manière, tenté de mobiliser ou de s'emparer du sujet dans leur mairie de secteur. J'ai aussi été voir les enseignants, les parents d'élèves et les institutions de l'État, puisque la préfecture et l'inspection académique avaient été directement saisies par la ministre de l'Éducation pour faire un état des lieux. Donc avec tous ces acteurs, j'ai tenté de dresser un panorama complet de ces écoles phocéennes. Merci beaucoup Jérôme. Et donc on va tout de suite voir ce documentaire Marseille, des écoles à l'abandon. Marseille, deuxième ville de France, forte de ses 850 000 habitants. Un territoire immense, grand comme 2 fois et demi Paris ou 5 fois Lyon. Une superficie qui justifie la présence de pas moins de 444 écoles primaires publiques, où sont scolarisés 73 000 élèves. Alors bien sûr, dans la cité phocéenne, on entendait parler de conditions d'enseignement pas toujours glorieuses, de locaux vétustes, quand des parents d'élèves se mobilisaient ici, où des syndicats enseignants haussaient le ton là, relayés par des élus ou la presse locale. Mais c'est Libération qui jette un pavé dans la mare en y consacrant sa une le 2 février 2016. École à Marseille, la honte de la République, un titre choc accompagné d'un dossier de 4 pages sur la situation. Et ce n'est qu'un début, les photos affluent, compilées par des syndicats ou des médias locaux. Classe à moins de 15 degrés l'hiver, rongeurs dans les couloirs, locaux insalubres, sols jonchés de trous ou encore sanitaires dans un état déplorable. Pas question pour la municipalité de laisser cette idée prospérer, alors le sénateur-maire Jean-Claude Gaudin contre-attaque très rapidement. Il est très facile
de prendre dans une école sur 444, ou dans 2 écoles, ou dans 3, ce qui ne va pas, et de le mentionner d'une manière extraordinaire. Encore une fois, c'est très excessif par rapport à la réalité des choses. 2 ou 3 écoles seulement concernées? Pas vraiment le sentiment de la sénatrice maire des 15e et 16e arrondissements, Samia Ghali, qui dit dénoncer la situation depuis des années sans n'avoir jamais été entendue. Comment on peut, deuxième ville de France, avoir des écoles qui ressemblent aux écoles malheureusement de la misère, des écoles qui sont du tiers-monde, voilà, qui ressemblent au tiers-monde? Mais ça, c'est pas acceptable dans la deuxième ville de France. Même une, c'est une de trop. Habituée à être pointée du doigt par la presse nationale pour ses règlements de compte en série, la ville est cette fois accusée de laisser certaines de ses écoles à l'abandon. Pendant 2 mois, nous avons enquêté sur cette polémique. Si cette fois le focus national est pointé sur les écoles phocéennes, c'est qu'un cri d'alerte a résonné plus fort que les autres. Un cri sous forme de lettre, envoyé à la ministre de l'Éducation nationale par une enseignante des quartiers nord de la ville. Madame la ministre, je vous écris cette lettre parce que ma colère d'enseignante m'empêche de vivre, et pire encore, de travailler. Marseille, quartier nord. Une de ces écoles en décrépitude où les enseignants, assez souvent en état de survie psychique, ont pris l'habitude de trouver normales les conditions que nous imposons à nos élèves. Je nous accuse d'aggraver les inégalités sociales. Je nous accuse de produire sciemment de l'échec scolaire et des délinquants. Je nous accuse de jouer avec la santé des enfants des classes sociales les moins favorisées. Je respecte trop mes élèves et leurs parents pour trouver cela normal. Un Je nous accuse publié sur un blog, puis repris par un site d'information locale. Un texte accompagné de photos qui marquent les esprits. C'est un élève que j'ai pris en photo, alors pas dans l'école où j'étais en ce début d'année scolaire, mais à une autre école des quartiers nord dans laquelle je travaillais l'année dernière. Donc on a un élève en doudoune qui essaye d'écrire avec les doigts un peu gourds. Certaines écoles dans ces quartiers-là sont laissées à l'abandon. Et encore une fois, ça c'est une photo pour n'importe quel enseignant marseillais qui a l'habitude de travailler dans les quartiers nord, c'est une photo que tout le monde, enfin c'est un genre de photo que tout le monde a dans son téléphone portable. Ça n'a rien de surprenant. Des situations devenues banales qui s'accumulent jusqu'au moment où le vase trop-plein déborde. Le jour où une maman d'élève m'a demandé si il ne valait pas mieux que sa fille reste à la maison les 2 prochains jours en attendant que le chauffage puisse être réparé, si on avait de la chance, et que je me suis entendue lui répondre oui, effectivement, c'est mieux, il vaut mieux qu'elle reste à la maison, parce qu'elle avait les lèvres bleues en fin de journée. Je me suis dit, c'est pas possible. Il aura fallu le relais de Libération pour que cette lettre, envoyée en novembre 2015 à Najat Vallaud-Belkacem, ait enfin une réponse. Non, la situation n'est pas acceptable pour la ministre. Je nous invite tous à prendre le sujet des écoles marseillaises au sérieux. Asseyons-nous autour d'une table et travaillons. Nous avons un certain nombre d'écoles qui sont dans un état de délabrement, ça nous est rapporté par les parents eux-mêmes, qui ne va pas, qui n'est pas acceptable dans notre République. Pas acceptable dans notre République, la phrase est lâchée. Jean-Claude Gaudin est pointé du doigt comme un mauvais élève. Pas question pour lui d'accepter ce bonnet d'âne sans broncher. La réplique aura lieu lors du conseil municipal du 8 février. Dans ce théâtre où les joutes verbales n'ont rien à envier à du Pagnol, le maire lâche ses coups et joue les offusqués. Je n'avais jamais vu ça. Et pourtant, j'en ai vu. Un grand quotidien national qui se livre à une manipulation des faits, truquée, tronquée, déformée, au mépris de toutes les règles de la déontologie journalistique, c'est une honte pour ce journal. Un gouvernement qui se vautre immédiatement dans l'exploitation de cette campagne de presse, sans doute excité par des élus toujours avives de publicité dans une compétition électorale interne à la gauche. C'est une honte. Mais les photos que vous avez vues, elles vous plaisent pas, c'est vrai. Moi non plus, elles me plaisent pas. Moi aussi, j'ai pas envie. J'aurais préféré qu'elles ne soient pas là. Mais en même temps, si elles existent, si les photographes l'ont fait, c'est quelque part que ça existe. Je vous propose à tous, élus ou membres de la presse, d'effectuer des visites. Les visites que vous voudrez, dans les écoles que vous voudrez, quand vous voudrez. Nous monterons ensemble dans un minibus et vous irez voir exactement la réalité
de ce que vous prétendez dépeindre dans certains articles. Et là, vous comprendrez. Aussitôt dit, aussitôt fait, les journalistes sont invités à monter dans le bus et même à choisir leurs écoles. Qui veut la castellane ? Avec de faux airs de voyage scolaire, l'opération communication de la mairie est en route. Premier arrêt, et surprise, Samia Ghali n'a pas manqué l'occasion de participer à cette virée dans son secteur. Face à elle, aucun élu de la majorité municipale, mais des fonctionnaires pas autorisés à s'exprimer. Vous avez fait les travaux, vous avez fait le nettoyage, c'est bien. La sénatrice a tout le loisir de torpiller l'opération communication de la mairie. Je ne dis pas que les travaux de chauffage ne se font pas ou que vos services ne font pas le boulot. Je dis juste que en matière de chauffage, il y a des écoles où ça dure plus longtemps que d'autres. Voilà. Mais quand on a des vitres qui sont cassées, même quand on met du chauffage, malheureusement, ça ne suffit pas, surtout en temps de Mistral. Et comme on a souvent du Mistral à Marseille, c'est vrai que ça pose de vrais problèmes. L'école présente bien quelques problèmes, mais tout le monde s'accordant à dire qu'elle n'est pas la pire, le convoi décide d'aller dans celles les plus citées par la presse. Direction l'école Calisté, située dans une des cités les plus sensibles des quartiers nord, et les parents d'élèves sont présents pour dire tout le bien qu'ils pensent de la municipalité. Oui, la ville, là. Oui, monsieur Godin, c'est vraiment la dégradation. Alors, monsieur Godin, il arrête de donner au quartier sud, là-bas, et vient pas au quartier nord. Calice, ça existe, on paye comme tout le monde. Alors, voilà ce que je dis à monsieur Godin, qui se bouge un peu le trou du cul, là. Et non, mais si vous voulez couper, vous coupez, mais je m'en bats les bonbons. Il vient ici, et il vient voir ce qu'il y a à faire. Il y a des peintures à faire, il y a des travaux à faire, il y a des tas de trucs. Alors, ils viennent les faire. Vous êtes venu parce que vous saviez qu'il y avait des journalistes? Non, monsieur. Non, c'est nous qui l'avons prévenu, parce qu'on a prévenu tous les parents d'élèves, comme on a pu depuis ce matin, quand on a su qu'il y avait la visite, parce que je trouvais tout à fait normal. C'est eux qui se battent au quotidien, c'est eux qui nous informent au quotidien des problèmes qu'il y a dans l'école. Ici encore, peu de problèmes visibles. Parents d'élèves et élus dénonçant le fait qu'il s'agit de la maternelle voisine qui accumule les problèmes et non cette école élémentaire. En pleine vacances scolaires, la mairie argue qu'elle n'a pas les clés. Les journalistes sont donc priés de rester derrière le portail avant de se diriger vers la dernière étape. Devant l'école Jean Perrin, celle-là même où enseignait Charlotte Magri, qui a écrit à la ministre. Là aussi, les parents d'élèves sont présents et des travaux, ils en ont bien vu, mais juste avant la visite des journalistes. Ce matin ou dans le week-end, ils sont venus faire quelques travaux et nettoyer. Oui, les gens, on habite tous ici, donc ça a pu être constaté. Ils sont venus, ils ont fait appel à des agents de maintenance pour venir nettoyer et faire les petits travaux, pour soi-disant montrer que nos écoles sont propres. Mais vous allez voir la réalité. Monsieur le directeur des services. On ne connaît pas le problème. Nous, on connaît le problème, on est là avec nos enfants, on connaît les problèmes qu'il y a dans les écoles. On peut vous les montrer, nous, les problèmes, monsieur. Mesdames, messieurs. Oui. Mesdames, messieurs les journalistes, voilà. Ce que nous avons voulu faire, c'est une visite de presse. La presse peut en effet constater les différents problèmes dans l'école, comme des trous importants au sol et des fenêtres qui ne s'ouvrent plus. Le dialogue entre le représentant finalement dépêché par la mairie et les parents d'élèves s'envenime. Ce que vous êtes dans censé cette voir école ici, c'est l'école de Madame Magri. Vous pouvez... C'est l'école oubliée. Hein. Mais c'est l'école de la dame qui a fait sa lettre. Et par conséquent, vous avez sa classe, vous pouvez voir ce qui va pas dans sa classe, vous pouvez vous rendre compte par vous-même. Et vous pouvez voir si vraiment l'expression la honte de la République est fondée. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Nous avons voulu vous ouvrir les écoles de Marseille dans la réalité de ce qu'elles sont. Vous ne voulez pas nous écouter. C'est la honte de la République. Je suis en Madame. train de vous montrer des fenêtres qu'on ne peut pas ouvrir. Et vous écoutez même pas. Je suis en train de vous dire que cette visite est destinée à la presse. Et le directeur général des services a bien du mal à expliquer la présence de nappes en papier sur les murs. C'est pourquoi le stade. C'est incroyable. Des éléments sur la pédagogie, Avec des journalistes comme ça. Non, contrairement d'habitude, on les colle directement sur les murs, comme vous pouvez constater. Qu'est-ce que vous répondez à cette... C'est rien du tout. Pour les affiches, mais les affiches, on les colle directement sur les murs. Est-ce que ça empêche, j'allais dire, le fonctionnement de la classe? Ça empêche le bon fonctionnement de la classe? Est-ce que les professeurs peuvent ou pas faire la classe ici? Bien entendu qu'on peut refaire et réparer la peinture, refaire la peinture. Bien entendu qu'il faut refaire le sol. Pour autant...
On n'a pas besoin de parler parce qu'il veut parler, donc on montre directement. On est venu pour voir, monsieur. Donc oui, non, mais si c'est ça que vous avez à montrer à la presse, ça va pas bien loin quand même. En alertant les parents d'élèves, Samia Ghali a réussi à transformer l'exercice de communication de la mairie en un fiasco total. L'État, lui non plus, n'a pas apprécié le déni de la mairie. La ministre de l'Éducation nationale et celui de la ville ont donc saisi la préfecture et l'inspection académique pour un réel inventaire de la situation. Les deux institutions vont travailler d'urgence sur ce dossier. Pas une mise sous tutelle, mais une surveillance rapprochée pour la mairie. Le principe de la libre administration des collectivités territoriales n'est pas remis en cause par notre travail. Donc la responsabilité des écoles incombe bien à la ville de Marseille. Notre mission, c'est d'être aux côtés de la mairie de Marseille pour faire en sorte que cette mission soit remplie le mieux possible. Et réellement, nous sommes en appui. Nous sommes en appui, mais nous ne le faisons pas à la place. Des alertes ont été lancées. Je pense que ces alertes n'ont peut-être pas eu suffisamment d'écho, c'est ce que l'on constate aujourd'hui, que notre attention, même si elle a été grande au titre de nos deux institutions, n'a peut-être pas été suffisamment grande. Et je crois que, pour reprendre les propos que vous évoquiez tout à l'heure, la lettre des deux ministres rappelle qu'aujourd'hui, l'État doit être d'une vigilance absolue par rapport à la situation de ces écoles. Un état des lieux officiel doit donc être fait. Mais pas question pour les élus d'attendre sans rien faire. Dans les 15e et 16e arrondissements, Samia Ghali veut faire son propre inventaire. La sénatrice maire convoque un conseil d'arrondissement extraordinaire sur les écoles. Parents d'élèves et enseignants de ce secteur sont appelés à témoigner. Ça permet finalement d'avoir aussi votre expertise, vous, les habitants, des professionnels, en l'occurrence là, je dirais le milieu enseignant et les équipes pédagogiques. On mène un combat, ce qui n'est pas normal de mener un combat alors que ça devrait être un droit pour nos enfants. On n'est plus dans une logique de réflexion et d'anticipation des problèmes sur le territoire. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit arriver, on le voit arriver en pleine face. On voit que les budgets qui sont votés pour les écoles, ils ne redescendent pas. Où va l'argent? Parce que là, on a quand même des dysfonctionnements qui sont majeurs. On sait lire, on sait regarder Public Sénat, on sait regarder BFM TV, on n'est pas des illettrés, on est des parents et on ne lâchera pas l'affaire. Et s'il faut, M. Godin, on va venir avec tous nos enfants dans vos bureaux, à la mairie centrale, au Vieux-Port, et on va vous montrer ce qu'il faut, concrètement. Un véritable inventaire à l'après-vert de tous les problèmes est donc consigné et envoyé à la mairie centrale sous forme de questions écrites, l'obligeant à apporter une réponse. Rien ne peut se faire sans la population et la population ne peut rien faire sans les élus. Je crois que c'est le fait qu'on soit tous ensemble. Moi, c'est ma conception de la vie politique. C'est que les habitants soient avec nous dans les combats que l'on mène pour être sûr de mener les vrais combats et les bons combats. Emporter l'adhésion des habitants dans son combat, c'est aussi l'objectif du sénateur-maire FN du secteur voisin. Dans les 13e et 14e arrondissements, Stéphane Ravier fait donc la tournée des écoles avec son équipe. C'est pour demander à la ville de Marseille de réaliser les travaux dans nos écoles. C'est évoqué au prochain conseil municipal, mais c'est simplement évoqué. Il y a des études, mais il n'y a toujours rien de concret concernant nos deux arrondissements. Donc là, ils sont en train de nous la faire, comme on dit chez nous, à l'envers. Ils sont en train de nous faire de l'enfumage. Sur le terrain, devant cette école qui ne dispose pas de dortoir et qui en réclame un depuis des années, la pétition rencontre un franc succès. Les Marseillais comprennent bien qu'il ne s'agit pas d'une démarche politicienne ou électoraliste. Ça, c'est rassembleur, on va dire. C'est dans l'intérêt de tous les enfants, quels qu'ils soient, quelque quartier qu'ils soient. Et puis ça rassure les parents, parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe dans les écoles et dans quel état sont les écoles de leurs enfants. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que la mairie centrale décentralise les moyens et le personnel pour faire ces travaux, pour répondre aux attentes et dans les meilleurs délais. Or, la mairie centrale est une mairie qui centralise tout et qui sclérose tout depuis trop d'années. Elle est coupée des réalités. Une proposition inenvisageable pour la mairie centrale. Non à la mairie, Daniel Casanova, adjointe chargée des écoles, veut au contraire montrer qu'on est loin d'être inactif. Dans le 3e arrondissement, par exemple, une nouvelle école a vu le jour l'an dernier.
nous avons été obligés d'offrir ce nouveau groupe scolaire très rapidement. Et un groupe scolaire en dur, ça demande 2 ans de marché public, même 3 quelquefois. Et il a fallu que dans les 6 mois, on trouve des capacités d'accueil. Donc on a construit cette école modulaire au niveau de ce quartier des casernes. Locaux climatisés, matériel informatique en quantité, rétroprojecteurs dans les classes, tout y est. Une école qui a coûté 3,5 millions d'euros à la municipalité. De quoi désengorger un peu un secteur de la ville saturé, mais pour du temporaire avec des préfabriqués. Concrètement, ces écoles-là, elles peuvent tenir combien de temps? Écoutez, elles sont de toute façon ici, il va y avoir un nouveau quartier sur 150 hectares avec 3 écoles en dur. Mais en attendant de réaliser ce nouveau quartier qui va changer complètement ce site ici, nous allons pouvoir profiter au moins pendant une dizaine d'années de ces classes en préfabriqué. Face à la difficulté de trouver des terrains, la ville a aussi eu l'occasion de récupérer un lycée dans le 4e arrondissement. Jean-Claude Gaudin l'avait même inauguré en grande pompe à la rentrée 2015. Transformé pour des jeunes écoliers, il fait la fierté de la municipalité. Et la mosaïque qu'on a voulu garder aussi, je trouve que c'est très beau. On montre donc que la mairie bouge, et après les premières réactions de déni sur la situation des écoles, on reconnaît désormais que oui, des dysfonctionnements existaient bel et bien, et on tente d'y répondre. On va mettre un numéro vert qui sera destiné exclusivement aux directeurs d'école, et ça sera le Allo Mairie spécial école qui se chargera de trouver le bon employé, le bon service qui viendra réparer le problème qu'a signalé le directeur d'école. Je crois que ça sera un gros progrès, parce que ça se perdait, les numéros de téléphone, quelquefois les directeurs ne joignaient pas le bon numéro, et la réaction n'était pas aussi rapide que ce qu'on l'aurait souhaité. Si la mairie a commencé à réagir, professeurs et directeurs d'école restent mobilisés. Un collectif tente de fédérer leurs revendications et lance les états généraux de l'éducation. Là aussi, les témoignages affluent, même si les choses ont commencé à bouger dans les écoles, et apparemment dans tous les sens. On est venu cette semaine faire le point sur l'arrosage automatique. Je n'ai jamais demandé d'arrosage automatique. J'ai demandé d'avoir de l'eau pour arroser un jardin, qu'on avait fait un jardin pédagogique, mais 11 ans après, on arrive avec des intentions d'arrosage. Au-delà des moyens qu'il y a à mettre en œuvre pour améliorer les choses, il y a aussi des fonctionnements à améliorer. Moi, ça fait 4 ans que je demande un organigramme précis des services de la municipalité, par exemple. Voilà. C'est une petite chose, mais c'est une chose très pratique, très concrète, qui fait qu'on n'avance pas. Je demande des accusés de réception à mes mails, que je n'ai jamais aussi. Voilà. Tout ça pour dire que peut-être qu'il faudrait se poser la question des relations avec les directeurs qui sont quand même des gens qui travaillent au quotidien, hein, sur lesquels on compte, et la municipalité. Ça s'agite dans les écoles, on reçoit des tables qu'on avait commandées il y a 3 ans ou des choses comme ça. Enfin, voilà, on sent que la mairie est un peu sous pression. On peut aussi, face à chacune de nos revendications, mettre en face le texte de loi, l'extrait constitutionnel, qui dit que voilà, on ne demande pas la lune, on ne demande pas quelque chose d'incroyable, on demande le strict respect des lois. Une liste de revendications est adoptée. Une première démarche avant d'autres mobilisations à venir. C'était une première étape aujourd'hui qui était intéressante, de par la diversité des personnes qui étaient là, qu'elles soient du premier ou du second degré, aussi de par la diversité géographique, puisqu'il y avait des personnes qui venaient du centre de Marseille, qui venaient de l'est, du nord de Marseille. Et donc cette première base, si vous voulez, va essayer de faire tache d'huile un petit peu pour continuer à construire un rapport de force et pour que vraiment on soit en mesure de contraindre les personnes qui nous oublient. Face à cette agitation tous azimuts des élus et des professeurs, la mairie consent finalement à faire des efforts. Le conseil municipal du 1er avril est donc l'occasion de passer au rattrapage pour la ville. Des travaux sont votés et des fonds supplémentaires débloqués. C'est le grand jour ou c'est de l'esbrouf? Écoutez, il y a ce qui va être voté et ensuite il y a la mise en œuvre. Donc je prends acte de ce que va faire ce matin le maire de Marseille. Je reconnais, donc il a fini par reconnaître que ce que j'avais dit, finalement j'avais raison sur les écoles marseillaises et la situation des écoles marseillaises. Aujourd'hui les rapports qui vont passer au conseil municipal, j'espère qu'ils seront suivis des faits dans les travaux passés. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on voit des rapports passer. Pour autant, on n'y voit pas spécialement les travaux arriver. De justifier toutes les dérives de votre gestion financière. L'enquête ourdie par le SNU-IPP, syndicat proche des partis de gauche, a été remise mercredi au service de l'État. Malgré les appels réitérés et insistants
de ce syndicat auprès des enseignants pour qu'ils dénoncent la moindre dalle de plafond manquante ou le carreau soulevé dans les 3500 classes marseillaises, 187 écoles seulement sur les 444 ont signalé quelques dysfonctionnements, soit 42%. Chacun peut conclure que dans 58% des écoles, soit 257 sur 444, les enseignants sont satisfaits de l'état des locaux. Et les actes, ce sont les délibérations d'aujourd'hui que vous nous présentez et elles signent un terrible désaveu, oui, un terrible désaveu pour le chef de votre majorité. Car alors que tout va bien, Madame la Marquise, dans le meilleur des mondes, on dépêche en urgence des travaux ici et là, signe que finalement, non, tout ne va pas bien. Il est certain qu'ici ou là, sans doute, il y avait des travaux qui auraient dû peut-être être faits, qui nous ont un peu échappé. Il aurait suffi qu'on nous le dise d'une manière, directe pour pouvoir effectivement y répondre, puisque nous l'avons fait immédiatement. Nous avons dépêché des équipes qui ont travaillé effectivement d'une manière très forte pendant les vacances, qui continueront à le faire d'ailleurs pendant ces vacances de Pâques. Nous avons pris immédiatement un certain nombre de décisions qui s'imposaient. Au total, mes chers collègues, ce sont 5 millions d'euros supplémentaires qui seront alloués aux travaux dans les écoles. L'enveloppe totale en investissement pour 2016 étant ainsi portée, j'en remercie l'adjoint aux finances bien entendu, qui a prévu tout cela, de 36 millions d'euros à 40 millions d'euros. Et cet effort, je le rappelle, sera reconduit en 2017 et 2018. 5 millions d'euros sur 3 ans qui permettent d'envisager des travaux d'urgence. Dans les établissements, les vacances d'avril sont déjà l'occasion d'engager une partie de ces fonds dédiés aux écoles. Si ce projet de rénovation était déjà lancé avant la polémique, il illustre l'engagement de la ville. Bon, donc en résumé, l'étanchéité en toiture a été faite la semaine dernière, la dépose avait été faite avant, vous avez préfabriqué tout ça. Là, cette semaine, il ne nous reste plus qu'à terminer et les menuiseries, l'isolation thermique par l'extérieur, plus les bardages. Voilà, notre priorité, nous, c'est de finir donc, les façades avant la rentrée des classes, tout ce qui est isolation thermique en plaquage. Des salles qui prenaient l'eau sont donc rénovées ici pour 100 000 euros et la rallonge budgétaire permettra d'accélérer les chantiers. Ici, l'eau arrivait, elle rentrait à l'intérieur, c'est ce qui me l'a tout pourri. Donc il faut à tout prix qu'on puisse... Voilà, c'est pour ça qu'on va colmater. Après, on a des bandes encore à coller à l'extérieur aussi. D'accord. Certes, c'était vieux, mais aujourd'hui, il faut à tout prix qu'on soit étanche et parfaitement étanche. Puisque les directives de M. le maire, c'était de démarrer au plus tôt. Nous, sur ce genre de choses, bien sûr qu'on a la possibilité de réagir assez vite, puisqu'on a des travaux qui sont programmés, et puis il y a ceux qui ne le sont pas et qui sont prévus pour l'année suivante. Donc parfois, quand on a une opportunité comme celle-là, ça nous permet d'avancer une programmation d'une année sur l'autre. Des travaux engagés, des fonds débloqués, ne manque plus que la grande réconciliation entre le gouvernement et la mairie. Elle interviendra le 18 avril. Presque main dans la main, Jean-Claude Gaudin et Najat Vallaud-Belkacem enterrent la hache de guerre sur le terrain. Et après les 5 millions d'euros par an de la mairie, c'est au tour de la ministre de sortir le carnet de chèques. L'État a décidé de débloquer une enveloppe de 5 millions d'euros au titre des crédits de la politique de la ville. C'est une démarche qui se veut exemplaire, qui nous permet de sortir de cette situation par le haut, dans laquelle l'État et la ville de Marseille travaillent ensemble. Au total, ce sont donc 10 millions supplémentaires par an qui sont débloqués. Au vu du retard pris et du nombre d'écoles à reconstruire ou à rénover, le chantier risque bien de prendre des années et des années. Voilà pour ce reportage signé Jérôme Rabier consacré à l'état désastreux de certaines écoles à Marseille. Et vous l'avez vu, la mairie a enfin lancé les rénovations tant attendues, à suivre donc. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et à lundi.